Il a transformé une famille de trafiquants en machine de guerre et plongé tout le nord du Mexique dans une spirale de sang. Voici l'histoire vraie de Ramón Arellano Félix, le cerveau militaire du cartel de Tijuana. Jusqu'où un homme peut-il aller pour devenir le seigneur absolu d'une frontière? Dans la chaleur dense de Culiacán, quand l'été ploie la ville sous un ciel de braise, un enfant ouvre les yeux sur un monde déjà marqué par la poudre et le sang. Nous sommes le 31 août 1964. Les registres l'écrivent en encre froide, mais le destin, lui, le grave en feu. Ramón Eduardo Arellano Félix, né en Sinaloa, terre de maïs, de pavots et de secrets murmurés la nuit. Autour de lui, une famille s'étire comme une meute. Des frères, des sœurs, une fratrie qui grandit serrée, compacte, soudée par la nécessité plus que par la douceur. Benjamin, l'esprit calculateur, Eduardo, Francisco Javier, Carlos, Luis Fernando, Francisco Rafael. Enedina, au regard qui compte déjà. D'autres encore. Tous portent le même nom, les mêmes racines plantées dans cette terre de vallées abruptes et de collines où l'on cultive ce que la loi maudit mais que la faim réclame. Leurs parents viennent de ces villages perdus dans le Triángulo Dorado, là où les montagnes cachent des champs de pavots comme des plaies ouvertes dans la verdure. Là où les anciens racontent à voix basse les histoires des premiers trafiquants, de ceux qui montent la nuit avec des sacs de feuilles et redescendent avec de l'argent et de la peur. Dans cette région, l'État est lointain, la loi se négocie et la survie se paye au prix du silence. Ramón grandit avec l'odeur de la terre humide après la pluie, le bruit des grillons le soir, et derrière ces sons familiers, un autre rythme monte, plus sombre, celui des cargaisons qui traversent les sierras, des rumeurs de militaires corrompus, de policiers achetés. Culiacán, déjà, frémit comme un cœur malade. La ville sait ce qui se trame dans ses entrailles. Les enfants le devinent sans le nommer. Les années passent. Le Mexique change. Au nord, la frontière se dresse comme une cicatrice brillante, une promesse d'or pour qui sait la franchir. Au sud, les champs de marijuana et de pavots s'étendent. Les États-Unis, là-haut, aspirent la drogue comme un poumon insatiable. Dans les années 1970, le trafic de marijuana et d'héroïne mexicaine s'enfle, grossit, déborde. Les rapports froids de la DEA le chiffrent. Dans les cantinas de Sinaloa, on le chante à demi-mot. Au cœur de cette montée en puissance, un nom règne, le cartel de Guadalajara. Miguel Ángel Félix Gallardo, le parrain, tisse sa toile avec Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero. Ils tiennent les routes, achètent les hommes, s'agenouillent devant personne. Sous leur ombre, des familles apprennent le business de la nuit, l'art des routes clandestines, le prix du silence. Les Arellano Félix regardent, écoutent, attendent. Puis vient le choc qui fissure l'édifice. 1985. L'enlèvement, la torture, l'assassinat de l'agent de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Un homme arraché à la lumière, brisé dans l'ombre. Le gouvernement américain se réveille comme un fauve blessé. Les États-Unis exigent des têtes. Le Mexique vacille. Les pressions montent. Le cartel de Guadalajara se craquelle. Les premiers coups de marteau retentissent sur la statue du parrain. C'est dans ces années de grondement que la famille Arellano Félix bouge. Lentement, méthodiquement, elle glisse vers l'ouest, suit la ligne invisible de la frontière. La rumeur dit qu'à la fin des années 1970, au début des années 1980, il s'installe à Tijuana, Basse-Californie. Une ville frontière comme une plaie ouverte vers San Diego. Un océan humain traverse chaque jour les ponts, les postes de douane, les grilles métalliques. Des camions, des voitures, des valises passent. Dans ce flot, il y a des marchandises légales. Et puis il y a le reste. Tijuana, c'est une sentinelle entre deux mondes. Une ville de lumière criarde et de ruelles sombres. Bordel, casinos, discothèques, marchés, postes frontières. Elle est le point de passage vers la Californie, vers l'abondance américaine. Les statistiques douanières parlent de flux massifs de personnes, de marchandises. Dans le tumulte, les trafiquants voient autre chose, une couverture parfaite. Un voile de foule sous lequel faire glisser la cocaïne, la marijuana, l'héroïne. Ramón arrive dans cette ville qui ne dort pas. Il est encore jeune, mais ses yeux se durcissent vite. Il comprend. Ici, la frontière n'est pas une barrière, c'est une ressource, une mine à ciel ouvert.
Les Arellano Félix ne sont plus seulement une famille de Sinaloa. Ils deviennent une présence silencieuse à Tijuana. Ils observent, ils examinent les routes, les docks, les collines poussiéreuses qui dominent la mer. En avril 1989, le sort frappe de nouveau le monde des parrains. Miguel Ángel Félix Gallardo est arrêté. Le roi tombe, mais la couronne ne disparaît pas. Elle éclate. Les routes se partagent, les territoires se redistribuent. Des structures régionales émergent des décombres de Guadalajara. À Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Luis Palma Salazar, Ismael El Mayo Zambada forgent leur propre empire. À Juárez, Amado Carrillo Fuentes se lève, le futur seigneur des cieux. Et sur la frontière de Tijuana, un nouveau nom se taille une place, celui des Arellano Félix. Dans l'ombre d'une cellule, Félix Gallardo, dit-on, distribue les plazas comme un roi déchu distribue les restes d'un royaume. À la famille Arellano Félix, il confie Tijuana, une place stratégique, une clé de voûte. La frontière avec la Californie, les autoroutes qui mènent à Los Angeles, aux grandes villes de l'intérieur américain. Un couloir de richesse et de mort. Alors commence la construction d'une organisation. Lentement, pierre après pierre, la Organización Arellano Félix se dresse. Au sommet, Benjamin, le stratège. Il calcule les profits, négocie avec les Colombiens, blanchit l'argent dans les commerces, les entreprises, les circuits souterrains de la finance. À ses côtés, Enedina, discrète, méthodique, comptabilise les flux, supervise les écrans légaux, surveille la circulation des dollars qui remontent vers le sud. Pour les autorités, pour la DEA, pour les journalistes qui commencent à noter son nom, il est autre chose. Il est le bras armé, le chef de la sécurité, le commandant des sicarios. Là où Benjamin parle, Ramon tranche. Là où Benjamin compte, Ramon charge. Il ne négocie pas les routes, il les défend par le feu. Début des années 1990. Dans des rapports discrets, dans des actes d'accusation scellés, un sigle apparaît. OAF. Organización Arellano Félix. Les procureurs du district sud de Californie, les agents de la DEA, les enquêteurs du FBI commencent à tracer les lignes de ce nouvel empire frontalier. Aux États-Unis, on voit les chiffres. Tonnes de cocaïne, cargaison de marijuana. Au Mexique, on voit les cadavres. Ramon se fait un visage dans ses dossiers. La DEA le décrit comme le commandant opérationnel. Des journaux comme le Los Angeles Times, le San Diego Union Tribune, Proceso, Zeta Tijuana le présentent comme le chef de la branche armée. Sous ses ordres, des groupes de tueurs à gages. Des hommes qui tuent sans poser de questions. Des hommes qui savent qu'une erreur se paie de la même manière qu'une trahison, par la mort. Les sicarios de Ramon exécutent des ennemis, des traîtres supposés, des rivaux. Ils abattent dans la rue, ils tirent dans les restaurants, ils ouvrent le feu sur les voitures en plein jour. Des sources policières, plus tard des repentis, parleront de réunions où Ramon dessine lui-même les plans, répartit les cibles, choisit les armes. La rumeur de sa violence se répand. Les autorités mexicaines et américaines le décrivent comme l'âme guerrière d'un cartel qui avance à coups de rafale. Au début des années 1990, la puissance du cartel de Tijuana se consolide. L'organisation contrôle des routes où la cocaïne colombienne remonte vers le nord. Les cartels de Cali et d'autres fournisseurs sud-américains traitent avec eux. Des actes d'accusation fédéraux détaillent les charges. Cargaison par camion, par avion léger, par conteneur maritime, cache dans les véhicules, tunnels sous la frontière. L'argent descend, la drogue monte. Tijuana prospère dans la peur. La ville se couvre peu à peu de cadavres. Les statistiques officielles mexicaines enregistrent la montée des homicides liés au narcotrafic en Basse-Californie. Dans les rues, les gens parlent de levantones, de disparitions, de fusillades. L'hebdomadaire Zeta de Tijuana commence à écrire clairement ce que d'autres n'osent qu'insinuer. Les liens entre l'organisation Arellano Félix, certains policiers locaux, des responsables politiques. Le nom des Arellano s'inscrit dans l'encre et dans le sang. Avec cette notoriété, vient la lumière crue des regards étrangers. Peu à peu, au fil des années 1990, les noms de Benjamin, de Ramon et des autres frères glissent sur les listes de la DEA, du FBI. Les mandats d'arrêt s'accumulent. Des actes d'accusation restent sous scellés, prêts à être ouverts au premier faux pas. Trafic de drogue, association de malfaiteurs, blanchiment, tout est écrit. Ne manque que l'arrestation.
Des opérations conjointes commencent entre la Procuraduría General de la República au Mexique et les agences américaines. Des réunions en coulisses, des échanges de renseignements. Les communiqués officiels parlent de coopération renforcée. Mais dans les rues de Tijuana, une autre réalité se joue. Les Arellano Félix sont toujours là. Et leurs ennemis aussi. Car au nord-ouest du Mexique, une autre force s'est levée, le cartel de Sinaloa. Ses chefs portent des noms que le monde apprend à craindre. Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Luis Palma, Ismael El Mayo Zambada. Eux aussi convoitent les routes vers la Californie, vers l'Arizona. Eux aussi veulent le contrôle des passages, des villes frontières, des corrupteurs en uniforme. La rivalité ne tarde pas à se transformer en guerre. Au milieu des années 1990, les homicides se multiplient dans le nord-ouest, Basse-Californie, Sinaloa, Sonora. Des affrontements éclatent sur les routes, dans les rues de Culiacán, de Tijuana, dans des bars, des hôtels, des maisons de sécurité. Plus tard, dans des procès américains, des collaborateurs de cartels raconteront ce que tout le monde devine alors. C'est une guerre ouverte entre les Arellano Félix et Sinaloa. Un jour de mai 1993, cette guerre éclate au grand jour, sous les yeux d'un pays entier. Le 24 mai, à l'aéroport international de Guadalajara, la chaleur tremble sur le tarmac. Des passagers marchent vers leurs avions, traînent leurs valises, parlent bas. Et soudain, le vacarme. Des hommes armés surgissent. Des rafales éclatent. Les balles fouettent l'air. La cible, disent les autorités, c'est Joaquín El Chapo Guzmán. Mais dans le chaos, un autre homme tombe. L'archevêque de Guadalajara, le cardinal Juan Jesús Posadas Ocampo, s'effondre, criblé de balles. Autour de lui, d'autres corps jonchent le sol. Des passants, des innocents. Les vitres explosent, les cris se mêlent au fracas des armes. Quand la fumée retombe, un pays entier retient son souffle. L'enquête officielle conclut à une erreur tragique. Le cardinal, confondu avec un baron de la drogue au milieu d'une tentative d'assassinat contre Guzmán. Une bavure dans une guerre invisible. Les autorités mexicaines désignent des sicarios liés à l'organisation Arellano Félix. Le nom de Ramón surgit dans les rapports, dans les fuites policières, dans la presse. Responsable présumé, disent les sources. Aucun tribunal ne le condamne formellement pour cette journée. Mais dans l'opinion, son image se fixe. Celle d'un homme dont les opérations peuvent faire vaciller l'Église et l'État. Le Vatican condamne. Le Mexique s'indigne. Le gouvernement est acculé. La coopération avec les États-Unis s'intensifie. Le nom de Ramón s'inscrit plus haut encore sur les listes de cibles prioritaires. La DEA et le FBI le placent parmi les trafiquants les plus recherchés. On publie des fiches avec photos, alias, descriptions physiques. Les récompenses montent. Des millions de dollars pour qui brisera le mur du silence. Sur le terrain, Ramón réagit en guerrier traqué. Il durcit sa garde. Il forge une structure paramilitaire autour de lui. Les autorités le décrivent à la tête de groupes de sicarios lourdement armés. Certains sont d'anciens policiers, d'anciens militaires. Des hommes entraînés au tir, à la tactique, au combat urbain. Dans les rues de Tijuana, on entend de plus en plus souvent le claquement sec des fusils d'assaut, le rugissement des armes automatiques. Grenades, gilets pare-balles, véhicules blindés artisanaux, la ville se militarise. Les attaques ne visent plus seulement les rivaux. Des policiers tombent, des fonctionnaires, des journalistes aussi. Ceux qui menacent les intérêts de l'organisation Arellano Félix deviennent des cibles. Dans des dossiers d'enquête, dans des rapports d'ONG, des noms de victimes s'alignent, interminables. Dans des procès américains, des repentis décrivent des réunions de guerre, des ordres donnés par Ramón, des listes de noms à éliminer, des enlèvements planifiés avec froideur. Face à cette montée de violence, la réponse de l'État se fait plus lourde. À la fin des années 1990, des opérations policières et militaires sont lancées contre les infrastructures du cartel à Tijuana, Rosarito, Ensenada, dans d'autres villes de Basse-Californie. Des hangars sont investis, des maisons de sécurité sont prises d'assaut. On montre à la presse des tables couvertes d'armes, de dollars, de paquets scellés de cocaïne, de marijuana. La PGR, la DEA publient leur bilan. Cargaison saisie, argent confisqué. Mais les chefs restent libres. Des hommes de rang intermédiaire tombent. Certains, emmenés aux États-Unis, choisissent de parler. Ils livrent des bribes de l'intérieur de la machine Arellano. Des filatures s'allongent. La surveillance électronique s'amplifie. Les écoutes, les infiltrations se multiplient. Derrière chaque appel, chaque mouvement d'argent,
une oreille attentive peut se cacher. Dans les rues, la guerre entre Tijuana et Sinaloa continue de cracher ses étincelles. Attentats, fusillades, embuscades. À Tijuana, à Culiacán, à San Diego parfois, la presse mexicaine et américaine relate ces affrontements comme des épisodes d'une bataille sans fin. Des proches de Joaquín Guzmán et d'Ismael Zambada sont pris pour cible. Des homicides frappent des alliés, des lieutenants, des intermédiaires. En retour, le cartel de Sinaloa se venge sur les membres et les alliés des Arellano Félix dans différents États du Nord. À chaque épisode, le nom de Ramón revient, tantôt comme coordinateur, tantôt comme commanditaire présumé. Des témoins l'accusent, les rapports le mentionnent, même si les condamnations formelles manquent pour chaque crime précis. Mais une chose est claire, dans cette guerre, il est le chef de guerre. Pour échapper au filet qui se resserre, Ramón disparaît. Il se dédouble, se fragmente en identités multiples. De faux papiers, des documents falsifiés, des alias. Il les collectionne comme des armes. Des rapports le signalent en Basse-Californie, puis en Sinaloa, puis en Jalisco, puis au Michoacán. Parfois dans des villes frontalières, parfois dans des stations balnéaires. Sa silhouette apparaît dans les rumeurs, jamais dans les menottes. Les autorités publient, republient ses fiches de recherche. Les photos se diffusent dans les journaux, à la télévision. On augmente la somme promise pour sa capture. Mais dans les rues, dans les bars, dans les zones contrôlées par le cartel, l'omerta tient bon. Ceux qui savent où il est, savent aussi ce que coûte la trahison. À la veille des années 2000, l'organisation Arellano Félix tient toujours Tijuana. Malgré la pression, malgré la guerre avec Sinaloa, il garde la plaza. Des tonnes de cocaïne et de marijuana continuent de passer vers les États-Unis, comme en témoignent les saisies et les condamnations de leurs collaborateurs devant les tribunaux américains. Mais le prix se lit sur les murs. Tijuana devient l'une des villes les plus violentes du Mexique. Les statistiques officielles le confirment. Les habitants le vivent. Et dans ce théâtre sanglant, Ramón reste ce qu'il est devenu, le principal chef militaire du cartel. Son nom figure partout, sur les listes de fugitifs, dans les rapports de renseignement, dans les échanges secrets entre agences. On le décrit comme extrêmement dangereux, prêt à tout pour ne pas tomber. Les années tournent, le siècle change. La guerre avec le cartel de Sinaloa ne faiblit pas. Dans plusieurs États du Mexique, les affrontements continuent, brutaux, imprévisibles. À la présidence du Mexique, Vicente Fox arrive en décembre 2000. Il promet un changement. Il promet d'attaquer les cartels, de renforcer la coopération avec les États-Unis. Les opérations se durcissent. Les traques se précisent. Les noms ciblés se répètent, inlassables. Parmi eux, celui de Ramón. Le 24 février 2002, à Mazatlán, Sinaloa, la mer roule ses vagues contre la côte. La ville respire au rythme de ses touristes, de ses pêcheurs, de ses habitants qui ignorent encore que ce jour-là, une histoire va se briser. Selon la version officielle, des policiers de l'État ou municipaux, les sources divergent, mènent un contrôle, une opération qui s'annonce banale. Une patrouille comme tant d'autres, un arrêt de routine, un contrôle de véhicule, rien qui annonce le fracas. Soudain, les hommes armés surgissent, le calme se déchire, les policiers sont attaqués, les armes parlent avant les voix. Les balles zèbrent l'air chaud. Dans l'échange de tirs, un homme tombe. Il gît sur le sol. Son sang imbibe la poussière. Son identité d'abord n'est qu'un point d'interrogation. Un nom encore tu par ceux qui l'entouraient. Mais dans les heures qui suivent, les doutes se resserrent. On fouille ses poches. On examine ses papiers. On relève ses empreintes digitales. On compare ses traits avec les photos. Les autorités mexicaines l'annoncent bientôt. L'homme tué à Mazatlán est Ramón Arellano Félix. La Procuraduría General de la República confirme, officiellement, solennellement. Les caméras enregistrent les déclarations. La nouvelle circule à travers le Mexique, puis franchit les frontières. En un instant, l'un des fugitifs les plus recherchés d'Amérique tombe du rang des vivants à celui des morts. Les policiers montrent les armes récupérées, les documents saisis. Tout pointe vers lui. Tout indique que c'est bien le chef de guerre de Tijuana qui gît désormais sous un drap blanc. Dans le camp des autorités mexicaines et américaines, on parle d'un coup majeur. Une victoire dans une guerre sans fin. Les rapports de la DEA et de la PGR le soulignent. La mort de Ramón prive le cartel de Tijuana de son principal chef militaire, de son coordinateur des opérations armées. La bête est blessée.
On assure que sa capacité à mener des actions violentes coordonnées sera affaiblie. Et dans les coulisses du cartel, la nouvelle a un goût plus âpre. Benjamin, resté le cerveau, sait ce que cette perte signifie. Il a encore les réseaux, les contacts, les circuits de blanchiment. Mais le glaive qui frappait pour lui n'est plus. La machine de guerre qui était son frère s'est arrêtée net, au milieu d'une rue de Mazatlan. Moins de 2 semaines plus tard, le 9 mars 2002, à Puebla, loin de Tijuana, le coup près tombe encore. Les autorités mexicaines arrêtent Benjamin Arellano Félix. L'homme qui tenait les comptes, les accords, la stratégie est capturé. On le transfère vers des centres de haute sécurité. Les barreaux se referment sur celui qui fut l'un des plus puissants barons de la frontière. Dans les années suivantes, il sera extradé vers les États-Unis, jugé par un tribunal fédéral, condamné à une longue peine. Des décennies derrière les murs, pour trafic de drogue, pour blanchiment. Le démantèlement ne s'arrête pas là. Les autres frères sont traqués, arrêtés tour à tour. Eduardo, Francisco Javier, d'autres lieutenants tombent durant les années 2000. À chaque capture, les rapports officiels mexicains et américains tracent la même courbe, la perte progressive de puissance de l'organisation Arellano Félix. Dans les vides laissés par leur chute, d'autres groupes avancent, surtout le cartel de Sinaloa, qui étend son ombre sur Tijuana et au-delà. Pour autant, le cartel de Tijuana ne s'éteint pas d'un seul coup. Il se reconfigure, comme un corps brisé qui cherche un nouvel équilibre. Selon la DEA et les autorités mexicaines, d'autres membres de la famille prennent partiellement le relais. Enedina, la sœur, consolide son rôle dans les finances. Un neveu, Fernando Sanchez Arellano, El Ingeniero, apparaît dans les fichiers comme une nouvelle tête opérationnelle. L'organisation Arellano Félix se fragmente. Elle perd de son emprise sur le trafic transfrontalier comparé à son apogée des années 1990. Mais elle garde une présence criminelle à Tijuana, moindre, plus prudente peut-être, moins spectaculaire que du temps où Ramon faisait parler les fusils, mais toujours réelle. Dans les rapports de sécurité mexicains, on voit apparaître des scissions, des groupes locaux issus de l'ancienne OAF, éclat d'un empire qui refuse de disparaître complètement. Sur le plan judiciaire, la mort de Ramon change la donne sans effacer le passé. Certaines enquêtes qui le visaient directement se ferment, faute de vivants à juger. D'autres sont réorientées. On cherche désormais les complices, les exécutants, ceux qui, sous sa direction présumée, ont tiré, enlevé, torturé. Dans les actes d'accusation américains, son nom continue d'apparaître, non plus comme accusé principal, mais comme contexte, comme pierre angulaire pour expliquer la structure et l'histoire du cartel. Il devient une référence, un repère dans la cartographie du crime. Dans les rapports officiels sur la violence liée au narcotrafic au Mexique, dans les années 1990 et au début des années 2000, sa figure reste présente. On le cite comme l'un des trafiquants les plus violents de sa génération, comme un chef militaire qui a contribué à militariser les organisations criminelles, à transformer des bandes de trafiquants en armées de l'ombre. Sur le terrain, sa mort et la chute progressive de sa famille bouleversent la géographie du narco au nord-ouest du pays. Le cartel de Sinaloa renforce sa position autour de Tijuana, s'étend sur d'autres routes frontalières. Des analystes, des autorités notent la redistribution des territoires, des alliances. D'autres groupes montent à leur tour. La violence ne disparaît pas. Elle change de visage, de nom, de méthode.